Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale avec pour m'accompagner ce soir Mariette Darigrand, la sémiologue. Bonsoir ma chère Mariette. Bonsoir Adeline. Et merci d'être là aux côtés de Laurent Guimier. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Vous allez bien tous les deux? Très bien. C'est parti pour le sommaire de ce soir avec à la une le Louvre. Un premier rapport d'enquête accablant, une grève en perspective et des joyaux de la couronne toujours dans la nature. Le musée le plus visité du monde vit une fin d'année compliquée. 2 mois après le cambriolage retentissant de la galerie d'Apollon, les députés, eux, préparent une commission d'enquête parlementaire et nous en parlons ce soir avec Alexis Corbière. Bonsoir. Député écologiste et membre de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Merci d'être là aux côtés d'Alexis Fritsch, secrétaire général de la CFDT Culture, qui appelle à la grève à partir de lundi prochain. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être là aux côtés de Didier Rickner. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et fondateur du magazine en ligne La Tribune de l'Art. Merci d'être avec nous. Mariette, quel est votre mot du jour ce soir? Écoutez Adeline, le mot musée s'imposait ce soir. Il a l'air tout simple, tout le monde sait ce que c'est, mais en fait, vous allez voir, il est très riche et il pose des questions politiques importantes. On a hâte d'entendre ça, Mariette. À suivre aussi, quelle histoire avec Laurent Guimier. Donald Trump qui prophétise l'effacement de la civilisation européenne sous le poids de l'immigration. Face à ça, l'Europe est plutôt muette et discrète. Je vous explique pourquoi et pourquoi ça pourrait peut-être changer bientôt. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. On va parler de la liquidation judiciaire de Brandt, dernier fabricant français d'électroménagers. C'est la plus grosse liquidation dans l'industrie en 2025. 710 emplois supprimés. Faillite industrielle ou faillite politique? On en débat avec 3 députés. Richard Ramos, député Modem du Loiret, où se trouve une des 2 usines Brandt. Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis, membre de la commission des affaires économique, et Guillaume Bigot, député Rassemblement national du territoire de Belfort. Nous attendons vos réactions ou vos réflexions. Vous pouvez flasher le QR code qui s'affiche ici sur votre écran. À 20h30, rendez-vous avec Marco Pommier pour Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale. Voilà pour le menu de ce soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. C'est une image sur un écran dans un poste de sécurité, une image floue qui montre quand même une camionnette, puis une nacelle qui monte jusqu'à une fenêtre, 2 personnes qui l'escaladent et qui vont en redescendre 6 minutes plus tard. Oui, les images du casse du Louvre se sont bien affichées à un moment sur les écrans du PC sécurité du musée, mais pas en direct, faute d'écran suffisant, et pas net parce que les caméras sont vieilles et mal réglées. Voilà notamment ce que l'on a appris hier grâce au rapport de l'enquête administrative menée juste après le cambriolage de début octobre. Un cambriolage qui aurait pu être évité à 30 secondes près. Baptiste Garguy-Chartier nous explique pourquoi. À 30 secondes près, les agents de Securitas ou les policiers à bord de la voiture auraient pu empêcher la fuite des voleurs. Le casse, dont les images ont fait le tour du monde, aurait pu être évité à 30 secondes près. Ce sont les conclusions d'une enquête présentée hier au Sénat. Elles sont accablantes. Ce jour-là, il est un peu plus de 9h30. 4 individus, visages dissimulés, s'emparent de 8 bijoux, dont des parures du Premier Empire, en moins de 4 minutes chrono. En fait, c'est tellement fou que ça en devient presque réel. C'est un suspense, il y a une intrigue derrière ça. On aurait pu les mettre dans un endroit, une salle plus facilement sécurisée. L'enquête révélée hier pointe plusieurs manquements qui auraient pu sauver les bijoux de la couronne. Un nombre de caméras très insuffisant, la porte-fenêtre de la galerie d'Apollon mal sécurisée et un PC de sécurité sous-dimensionné. Pourtant, il y a plus de 5 ans, l'un des grands mécènes du Louvre, la joaillerie Van Cleef & Arpels, avait déjà alerté. En vain. Cet audit avait montré clairement les faiblesses du point de vue de la fenêtre, de l'accès côté quai Mitterrand, et avait fait des préconisations précises. Aucune de ces mesures n'a été appliquée. Ni Laurence Descartes, la directrice du musée, ni ses 2 administrateurs n'avaient connaissance du rapport. Et pour cause, il a été sorti des archives au lendemain du casse. Et ce ne sont pas les seuls coups durs pour le Louvre. Depuis le 19 octobre dernier, fermeture d'une partie de l'aile gauche, inondation aussi, qui aura endommagé des œuvres datant de l'Antiquité égyptienne. Toutes ces défaillances sont pour les employés la preuve que les moyens alloués à la sécurité sont très insuffisants. Une partie du personnel l'annonce. Une grève reconductible sera organisée dès lundi prochain.
Voilà, les termes de notre débat sont posés. Je voulais d'abord avoir votre sentiment à tous les trois après donc, ces dernières informations de ce rapport d'enquête administrative. On rappelle que c'est une enquête administrative qui avait été diligentée par le ministère de la Culture après le cambriolage. Comment est-ce que vous avez réagi, Alexis Corbière, en entendant toutes ces informations hier sur ce cas qui aurait pu être évité à 30 secondes près, sur l'ensemble des conclusions de ce rapport administratif ? Bon, il y a une enquête qui est en cours. Oui. On ne va pas se prendre non plus pour tous improviser en inspecteurs de police. Ils font leur travail. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle complicité peut-être? Je dis ça sans aucun élément. Ça doit être mené tranquillement. Nous, les parlementaires, on doit réfléchir à comment on crée les conditions que ça ne se reproduise pas et veiller à ce que, notamment, est-ce que les investissements publics, est-ce que les différents responsables, alors on a cité notamment Madame la directrice qu'on a déjà auditionné une première fois, mais c'était un peu rapide, quelles mesures ont été prises. Elle nous a dit que ça tombait mal et qu'il y avait un plan pluriannuel qui, justement, ça tombait mal, qui allait se déclencher avant que le cambriolage se mette en place. Bon, on peut s'interroger. Et puis, on aimerait aussi se dire comment ça se fait, la presse nous le dit, nos amis sénateurs, que beaucoup d'alertes manifestement ont été faites, mais il y a quand même un ministère aussi de tutelle, le ministère de la Culture. Parce que ce dont on parle, c'est pas un musée parmi d'autres. C'est le vaisseau amiral, véritablement. C'est le musée le plus visité du monde. On est aujourd'hui 9,2, on est même monté à plus de 10 millions de visiteurs. Et puis c'est l'école du Louvre, l'Institut national du patrimoine. C'est quelque chose qui rayonne dans le monde entier. Donc il y a un enjeu à ce qu'on rassure, si je puis dire, tous ceux qui font confiance souvent à la France, pour dire que ça ne se reproduira pas, que des mesures sont prises. Alors c'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question, moi tout ça m'intéresse, enrichit l'idée que nous les députés, nos collègues sénateurs font le boulot, mais à nous aussi de faire le travail. On a décidé il y a 15 jours maintenant de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Mercredi prochain, il y aura un vote pour savoir, je crois que ce sera le président de la commission, le président actuel Portier qui sera le président et qui sera le rapporteur. Moi, je suis intéressé par le sujet, mais les députés seront intéressés pour savoir qui est le rapporteur. Et on va travailler, auditionner, sur un intitulé de commission qui est plus large seulement que la question du Louvre. Vous l'avez déjà établi, l'intitulé de la commission ? L'intitulé, c'est la sécurité des musées en France. Musées. Tous les musées. Des musées nationaux en particulier, parce qu'on va voir. Bon, voilà. Et après, je vous livre une première anecdote, c'est que on a été, quelques députés, on a pu visiter un mardi, quelques jours après le cambriolage, pour voir un peu les lieux. On a vu la galerie Apollon, tout ça a été assez impressionnant. Puis on a vu ce PC de sécurité dont vous venez de parler. Ouais. Bon, moi je dis ça, je l'ai dit devant la commission pour un peu plaisanter. Je suis élu de Seine-Saint-Denis à Bagnolet, vous connaissez peut-être Porte de Bagnolet, il y a un Auchan. Le poste de sécurité du supermarché, que je connais bien, est de mon point de vue plus équipé et plus moderne quasiment que le poste de sécurité du Louvre. J'ai vu des agents, non mais je le dis, qui travaillent durement, en plus les types venaient de faire la nuit, c'était des hommes qui ne cessent de décrocher le téléphone parce qu'il faut gérer un livreur qui amène un truc, et alors qu'on était un mardi, jour où il n'y avait pas de visite, quelques écrans, et il y en a un écran flou, c'est-à-dire qu'on ne voit pas bien, où la caméra est dirigée sur le quai François Mitterrand. Et un peu pour plaisanter, mais j'avais bien compris que c'était là, j'ai demandé, celui-là, cet écran, on est d'accord que c'est celui qui donne sur cette allée où s'est garé le véhicule. Effectivement, lui, on ne voit pas bien. J'ai cru comprendre ce que nous disent les sénateurs, c'est qu'il y a une caméra placée à un autre endroit qui, elle aussi, manifestement, n'a pas été vue en direct. Donc là, il y a des choses qui, de toute manière, et même les responsables le directeur de cabinet de Madame la directrice d'Écart, tout le monde considère que là, ça ne va pas. Mais ce n'est pas le seul sujet. Enfin, moi, je ne vais pas parler à la place des syndicalistes. Il y a des alertes, des gens qui travaillent depuis un moment, problème de personnel. Moi, de ce que j'ai compris, les personnels ont été nickel. Et je ne dis pas ça parce que... Alors, c'est ce que j'allais vous dire, Alexis Fritsch. Parce qu'ils ont fait une première chose, et je vais terminer là-dessus, c'est que d'abord, quand ça va si vite, il faut sécuriser d'abord les visiteurs. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait, et franchement, bravo. Voilà, les visiteurs ont immédiatement été évacués ce fameux dimanche. Vous ne comprenez pas ce qui se passe quand il y a des gens qui débarquent. Sont-ils armés? Veulent-ils faire exploser les choses? Veulent-ils prendre... C'est terrorisme, mais pas uniquement. Voilà. Et honnêtement, même si je ne sous-estime pas l'ampleur du patrimoine, la première chose à faire, et moi je les remercie, c'est les vies. Parce que ce n'est pas des cow-boys les gens, c'est d'abord de protéger en sachant pas ce qui se passe. Et ils ont fait un boulot formidable. Alexis Fritsch, c'est d'ailleurs un des points qui a dû vous rassurer d'une certaine façon dans le rapport qui a été révélé hier devant le Sénat. Il dit bien, ce rapport, que les agents et les responsables de la sécurité du musée ont agi comme ils pouvaient et selon les protocoles établis. Donc le personnel, ce jour-là, n'est pas en cause. Mais quand Alexis Corbière nous raconte qu'il va visiter ce PC sécurité un mardi, je crois que c'était le 26 novembre, c'est-à-dire un mois après le cambriolage, et que finalement, un mois plus tard, rien n'a été fait. C'est-à-dire que pour l'instant, rien n'a bougé, on est d'accord ?
Oui, évidemment. Alors, moi, je voulais vous remercier d'abord de nous donner, à travers moi, je suis un des représentants des 24 000 agents du ministère de la Culture. Chaque voix compte. Et des 2000 agents du ministère, et les 2000 agents du musée du Louvre. Moi, je profite, Monsieur Corbière, que vous êtes là, pour vous inviter et inviter aussi la commission culture du Sénat à nous rencontrer, à rencontrer les personnels, parce que c'est elles et eux qui savent au quotidien ce qui se passe, les difficultés qu'il y a. Et moi, je salue et je remercie votre antenne de nous donner la parole, parce que nous avons été à aucun moment reçu par les commissions et en fait, à aucun moment entendu par le passé aussi, j'allais vous dire, Alexis Fritsch, parce que ce que dit le rapport, il pointe la vétusté et l'insuffisance du matériel. C'est ça, pour eux, la cause du casse du 19 octobre. PC de sécurité obsolète, caméra extérieure au nombre de 5, porte-fenêtres mal sécurisées, grilles de protection non remplacées. Ça, vous l'avez vu tous les jours depuis des années. Vous avez essayé d'alerter. Pourquoi est-ce que vos alertes sont restées lettres mortes ? Depuis 2013, nous alertons en intersyndical de la dégradation des conditions de visite et des conditions de sécurité. Il y a eu 5 rapports, la commission des inspecteurs, les hauts fonctionnaires du ministère de la Culture qui ont fait un très beau travail. Alors nous, on demande à ce que nous soit communiqué le rapport, y compris, comme ça a été fait pour les sénateurs hier, de façon confidentielle. On a participé, on a été auditionné et on n'a aucun élément sur ce qui a été décidé et ce qui a été identifié dans ce rapport. Nous, on pense, si vous voulez, que l'affaire date de bien plus longtemps. Ça fait 30 ans que ce qui a été fait, au fond, sur la question des musées nationaux, c'est qu'on a priorisé de faire rentrer du monde. Aux dépens, vous le rappeliez, aux dépens de la sécurité des visiteurs et des œuvres. Ça fait 30 ans que ce qu'on fait, les grands projets qu'il y a d'aménagement dans les établissements sont pour faire la course aux chiffres. Par ailleurs, pour ce qui est du Louvre, pour un résultat qui n'est pas exactement concluant, enfin, je ne sais pas si vous êtes allé au Louvre récemment, mais voir la Joconde, c'est devenu une épreuve du décathlon, en fait. Parcours du combattant. Vous essayez de l'apercevoir entre... Voilà. 30 000 visiteurs par jour, c'est une ville moyenne en France. 9 millions de visiteurs, vous imaginez, et les impacts. Alors moi, je trouve que la priorité n'a pas été faite sur la sécurité des visiteurs et des œuvres, et nous, on le conteste. C'est pour ça que nous avons procédé à un préavis de grève. Madame Rachida Dati nous a reçus à apporter un certain nombre d'éléments, mais c'est insatisfaisant. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce n'est pas uniquement des caméras en plus qu'il faut, ou un beau PC de sécurité. Il faut des agents pour que, évidemment, du moment où vous avez une caméra, si vous n'avez personne derrière pour intervenir, ça ne marche pas. On va reparler de votre... Juste, sans parler à leur place, quand ils sont mis en grève, en juin, ils s'opposaient à la suppression de 190 postes, je parle sous votre contrôle, notamment dédiés à la sécurité. C'est quand même piquant qu'au mois de juin, ils se soient mis en grève, eux, pour qu'il n'y ait pas suppression de 190 postes. Ah bon. Et là où il a parfaitement... Moi, je ne veux pas porter des accusations. Ce n'est pas qu'un problème technique et technologique. C'est aussi Monsieur un problème... Corbière, je vous invite à nous recevoir, que la commission reçoive celles et ceux... Alors, je pense que la commission elle est en train d'établir la liste des personnes qui seront entendues. Et ça me semble une évidence. Ne recevez pas uniquement... Je voudrais aussi vous entendre, Didier Rickner, sur, d'une part, ce rapport d'enquête administrative révélé hier, et puis le rapport Van Cleef. Le rapport Van Cleef & Arpels, qui est une annexe au rapport qui a été présenté hier devant les sénateurs. Vous voulez bien nous en parler de ce rapport Van Cleef ? Je ne l'ai pas lu, moi. Je ne l'ai pas vu. Personne, en fait, j'ai beaucoup l'impression. de documents. Je pourrais vous parler de documents que d'autres n'ont pas, manifestement. Ce rapport, je ne l'ai pas vu. Simplement, ce que je note, c'est que, manifestement, elle a dit qu'elle l'avait le 23 octobre. Elle l'a remis à la commission d'enquête. Je crois qu'elle a été interviewée par votre... Elle a été reçue par votre commission... auditionnée, par la commission culturelle de l'Assemblée nationale. Nettement après, elle n'en a pas parlé une seconde de ce rapport. C'est vrai. Donc là, il y a déjà... Elle a caché quelque chose, je pense. Et moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas, je n'ai pas vu non plus le rapport de l'inspection, mais enfin, j'ai écouté et j'ai analysé. Alors, si vous voulez bien, vous savez, on est en direct avec Laurent Lafont. Oui, très bien. Le sénateur Laurent Lafont. Bonsoir, monsieur le sénateur. Président. Vous présidez la commission culture du Sénat. Bonsoir, monsieur le président. Merci d'être avec nous. C'est devant votre commission que le rapport d'enquête administrative a donc été présenté hier, avec en annexe 7 audits de Van Cleef & Arpels. D'abord, est-ce que vous en connaissiez l'existence auparavant ? Non, moi je l'ai appris en lisant Le Monde il y a quelques jours, et c'est
suite à cette lecture du Monde et surtout la découverte de cet audit Van Cleef & Arpels qui, disons-le, décrivait ce qui allait se passer le 19 octobre, que j'ai rappelé qu'il y avait une enquête administrative et que ça serait bien que cette enquête administrative nous soit rendue publique, enfin qu'on ait consultation. J'ai reçu l'enquête administrative quelques jours après et à la lecture de cette enquête, j'ai considéré que moi, je ne pouvais pas conserver seul ce document et j'ai souhaité que nous poursuivions des auditions au niveau de la commission de la culture du Sénat et que les sénateurs qui le souhaitent dans des conditions de sécurité, parce que ce rapport reste... Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous avez eu accès à cet audit, d'autres sénateurs veulent y avoir accès, mais il y a des conditions pour le consulter? Non, oui, parce que c'est un rapport qui n'est pas public. Donc, nous avons fait en sorte que les sénateurs de la commission qui le souhaitaient puissent lire le rapport dans des conditions qui faisaient qu'on ne pouvait pas prendre de photos ni de photocopies pour garder le caractère confidentiel du rapport. Mais le contenu de ce rapport me paraît extrêmement important pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre les défaillances, ce qui n'a pas marché, ce qui explique, parce que c'est tout ce qu'on voit à la lecture de ce rapport, c'est que c'est pas un accident le 19 octobre, c'est pas quelque chose qui est la série d'un manque de chance, d'une accumulation de hasard, etc. C'est en fait des décisions qui n'ont pas été prises, des investissements qui n'ont pas été faits, des recommandations qui n'ont pas été suivies des faits et qui a abouti à ce cambriolage du 19 octobre. Didier Rickner voudrait vous poser une question, Monsieur le Président. Oui, enfin, c'est pas tellement une question, que je voudrais surtout signaler que hier, donc, les inspecteurs ont décrit ce qui s'était passé. Ils ont expliqué que la présidente du Louvre, Laurence Descartes, avait en 2022 repoussé le schéma directeur parce que dans le schéma directeur, elle voulait que le PC central, c'est ce qu'ils ont dit exactement, soit près de la direction. Elle voulait qu'il y ait 5 PC de sécurité. Elle voulait que l'hypervision soit prise en compte et elle voulait qu'il y ait des caméras suffisamment extérieures. Moi, j'ai les avant-projets. Alors, c'est quand j'ai l'impression que les inspecteurs, les affaires culturelles, bizarrement, n'ont pas consulté des documents que j'ai, dont je vous ferai état bientôt dans un article, qui sont les avant-projets définitifs. Alors, il faut savoir que pour le moment, je n'ai pas l'avant-projet définitif d'hypervision, mais il y avait un avant-projet définitif d'hypervision. Il y a un avant-projet définitif sur les postes de sécurité. Eh bien, il était prévu parfaitement, contrairement à ce qui a été dit manifestement à l'inspection, que ça soit dans le pavillon Molien, c'est-à-dire juste à côté de la direction. Il était prévu qu'il y ait 5 postes. Il y en avait déjà 5, mais on conservait 5 postes, un poste principal et 4 autres postes. Or, elle dit qu'il fallait que ça soit fait. Il était prévu des caméras périphériques. Donc, elle a dit, et c'était dit d'ailleurs déjà, je crois, dans le rapport de la Cour des comptes, que tout cela avait été repoussé parce que ça n'allait pas. C'est pas vrai. Donc, on a perdu 3 ans. On a perdu 3 ans. Et si tout cela avait été mis en place, il est probable que ce casse n'aurait pas pu avoir lieu. Donc la sécurité qui, soi-disant, était au cœur de ce qu'elle voulait faire, c'est totalement faux. D'ailleurs, hier, ce qui a été dit aussi, c'est que c'était très peu d'investissement à partir du moment où il est arrivé à la tête. Donc il y a vraiment une responsabilité qui, moi, me paraît écrasante. Alexis Fritsch. Moi, je voulais rappeler quelque chose qu'a dit un des inspecteurs hier qui nous a semblé très important, c'est la chaîne de responsabilité. L'autonomie n'est pas l'indépendance. L'établissement n'a pas fait appel aux personnes qui sont les sachants au sein du ministère de la Culture. Il y a une chaîne de responsabilité aussi avec la tutelle de l'établissement. Aujourd'hui, ça tient à changer, mais il y a une responsabilité partagée sur ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas uniquement une question budgétaire, ça a été une politique, encore une fois, de faire entrer plus de personnel, faire une politique de visiteurs, plus que de sécuriser les œuvres et les visiteurs. Laurent ? Je ne sais pas si M. Lafont est toujours avec nous. Normalement, M. Lafont est encore là. Oui. Ah oui, parce que je me fais le porte-parole de M. Fritsch qui souhaitait être reçu par les commissions et les élus, donc je me fais l'entremetteur. Est-ce que vous allez recevoir les personnels du Louvre, M. Lafont ? Alors d'abord, M. Fritsch, nous avons déjà échangé, donc nous sommes déjà en contact. Nous, notre travail, il est totalement complémentaire de ce que vont faire nos collègues députés qu'Alexis Corbière rappelait il y a quelques instants. Ce n'est pas un travail de fond qui va donner lieu à beaucoup de
d'auditions. On a prévu 3 auditions, celle d'hier, auquel vous avez fait référence. Nous recevrons Jean-Luc Martinez la semaine prochaine et son équipe, et puis le lendemain, Laurence Descartes et son équipe. C'est l'ancien président du Louvre. Absolument, parce que comme vous l'avez rappelé il y a quelques instants, et comme ça apparaît très clairement dans le rapport, il y a eu un problème de transmission entre les deux équipes. Les 2 audits, celui de 2017 et celui de 2019, manifestement n'ont pas été portés à connaissance, en tout cas c'est ce qui est dit par Laurence Descartes, n'ont pas été portés à connaissance au moment de la transmission, et on voudrait exactement savoir ce qu'a dit l'un et ce qu'a entendu l'autre, si je peux résumer ainsi, pour savoir ce qui s'est passé au moment de la transmission. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de transmission... Attendez, moi je voudrais, parce que j'ai pas du tout le même niveau de connaissance que vous, mais de ce que j'ai lu quand même, les préconisations dans le rapport 2018, notamment qui demandaient l'épaisseur du verre plus important, ont été suivies. Donc moi, il faudra... Des vitrines seulement, pas de la fenêtre, par les exemple. vitrines, et même... mais il y avait, me semble-t-il, à l'époque, mais ce serait intéressant de bosser dessus, moi, la technique qui est utilisée par les cambrioleurs, à savoir une meuleuse, si je puis dire, autonome, n'existait pas au moment de ce rapport. Ce que je veux dire, c'est que moi, attention à ce qu'on ne soit pas encore trop dans les boucs émissaires, tout était déjà prévu, c'est plus compliqué que ça. Et moi, c'est pour ça que je pense qu'il faudra prendre le temps de détailler. M. Corbière, je voudrais revenir un instant vers M. Lafont. Laurent Lafont, sur ce rapport Van Cleef dont vous venez de parler. Bon, d'abord, on s'étonne qu'un joëlier ait fait un audit de sécurité sur le musée du Louvre. Peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi. Pardon pour cette question béotienne, mais pourquoi est-ce que c'est Van Cleef & Arpels qui vient faire un audit de sécurité sur le Louvre? Peut-être que vous pouvez nous répondre. Non, mais c'est c'est ce qu'on appelle un mécénat de compétences. C'est-à-dire que le Louvre avait décidé de changer les vitrines, et pour ça, ils font appel à des gens qui ont l'habitude de changer des vitrines, et qui en plus le font sous forme de mécénat. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins coûteux. Ce que je voudrais dire à Alexis Corbière, pour répondre à sa remarque, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'audit de Van Cleef & Arpels, il y avait des recommandations qui concernaient l'intérieur de la galerie d'Apollon, et puis d'autres qui concernaient l'extérieur, essentiellement la fenêtre. En fait, les recommandations qui traitaient de l'intérieur ont été suivies des faits, notamment la vitrine qui protégeait les joyaux a bien correspondait en termes d'épaisseur à ce qui était demandé. En revanche, tout ce qui était de l'extérieur n'a pas été suivi des faits. Et ce qui est dit dans le rapport, c'est que, et c'est très caractéristique du fonctionnement aussi du Louvre, c'est que l'intérieur était sous la responsabilité d'une direction, alors que l'extérieur était sous la responsabilité d'une autre direction. Et en fait, celle qui avait demandé le mécénat de compétences à Van Cleef a suivi les recommandations du rapport, alors que l'autre, qui ne se sentait pas concerné par le rapport, n'a pas suivi les effets. Est-ce qu'en découvrant ce rapport, Monsieur Lafont, est-ce que vous ne vous êtes pas dit que ce rapport, il n'avait pas pu tomber entre de mauvaises mains, tant on a l'impression qu'il s'agit d'un mode d'emploi du CAS du 19 octobre. La facilité d'accès à la rambarde par le sol est mentionnée dans ce rapport. Les experts de Van Cleef & Arpels évoquent sur un document visuel dans cet audit l'hypothèse du recours à une nacelle par des malfaiteurs aguerris. Non, à ma connaissance, dans le rapport, il n'y a pas de référence à la nacelle. En revanche, là, pour répondre à votre question, moi, je n'y répondrai pas parce que c'était à la police d'y répondre, de savoir s'il y a un lien entre l'existence de cet audit et le cambriolage qui a eu lieu quelques années plus tard. Nous, ce qui nous intéresse surtout de savoir, c'est pourquoi, ayant demandé un rapport sur la sécurisation de la galerie d'Apollon, pourquoi il n'y a pas eu, les recommandations n'ont pas été suivies des faits. C'est ça qui nous importe, nous, en tant que parlementaires, sénateurs comme députés. Pour le reste, est-ce qu'il y a un lien direct entre ce rapport ou la connaissance qu'ont pu avoir certains de ce rapport et le cambriolage? C'est bien sûr pas à nous d'y répondre, c'est à la police de le faire. Merci en tout cas, Laurent Lafont, d'avoir été en direct avec nous ce soir dans Chaque Voix compte. Je voudrais qu'on parle de 2 choses dont parlent tous les touristes qu'on a croisés cet après-midi aux abords du musée. C'est à la fois le CAS et à la fois la grève. Je vous propose de les écouter, ces touristes que Dario Borgogno a rencontrés cet après-midi. Terminé les photos souvenirs devant la pyramide, le meilleur angle est désormais ici, devant la galerie d'Apollon, devenue célèbre malgré elle. Ça a été quand même un moment assez tragique pour le Louvre, donc on voulait immortaliser ça avec ma fille et le voir ensemble. Ça a quand même laissé une mauvaise image de la sécurité qu'il pourrait avoir dans un endroit tel que le Louvre. Depuis le cambriolage, la réputation de la sécurité du musée s'est grandement effritée, même à l'étranger. Nous avons vu beaucoup de vidéos de la sécurité du musée et cela paraissait assez léger.
Que des gens puissent cambrioler tout en étant surveillés par des caméras, je ne sais pas quel est le problème ici avec la sécurité, mais c'est incroyable. La sécurité semble plus concentrée sur le fait qu'on ne touche pas les œuvres d'art plutôt que sur la protection des œuvres elles-mêmes. Alors pendant que les enquêteurs cherchent les bijoux, les Français, eux, cherchent un responsable. Il y aura eu des remises en cause qui aura plus importantes qui auraient dû être faites au niveau du personnel. Sur une faute comme ça, voilà, c'est pas un coup de pas de chance, quoi, en fait. Les gens qui étaient, on va dire, un peu responsables de la sécurité, un peu plus haut placés, ont un peu voulu, je pense, reporter la faute un peu sur telle chose ou telle chose, et les gens se défaussent un peu. Ça inquiète sur ce qui pourrait se passer vis-à-vis d'œuvres plus importantes comme les tableaux. Pour cet archéologue, le coupable est tout trouvé. Il n'y a pas assez de gardiens, il n'y a pas assez, c'est pas contrôlé, quoi. Les fenêtres ne sont pas contrôlées. Il faut de l'argent pour faire ça. Tous les budgets ont considérablement été baissés. Madame Dati, notamment, s'en est pas gênée. Il suffit que l'État paye ce qu'il doit au Louvre, parce que la sécurité, ça dépend de l'État. Dernière évolution notable, l'arrivée depuis lundi de ces balustrades le long du musée pour empêcher les véhicules de monter sur le trottoir, peut-être un peu tard. C'est déjà ça, il y a des petites barrières pour qu'on ne puisse pas se garer sur le trottoir. Alexis Fritsch, vous appelez donc à la grève au Louvre à partir de lundi prochain. Grève reconductible. Qu'est-ce qui pourrait vous conduire à lever votre préavis ? Écoutez, depuis qu'on a posé le préavis de grève, nous avons déjà eu 3 réunions, dont une avec la ministre de la Culture, qui nous a reçus en intersyndicale, qui nous a fait des annonces qui vont dans le bon sens, mais qui sont aujourd'hui insuffisantes. Nous, on a 2 revendications fortes. La première, c'est que les effectifs du musée soient augmentés. Et ça, je fais appel aux 2 chambres parlementaires pour qu'elles, dans les projets de loi de finances, ils prennent ça aussi en compte. Donc on demande l'augmentation du nombre d'effectifs au sein du musée du Louvre. Et le deuxième, c'est que le schéma de sécurité soit réellement mis en œuvre. Alors il y a des promesses, 2026, etc. Alors, petite confidence, ce que nous disait la ministre, c'est qu'elle allait procéder à une possible réorganisation au sein du musée. Alors, on n'a pas... Réorganisation de la direction ? Écoutez, on lui a posé la question, elle nous a dit qu'elle nous annoncerait ça officiellement le 20 décembre prochain. Alors, le 20 décembre prochain, c'est un samedi. C'est un samedi. C'est un samedi. Est-ce que vous réclamez le départ de la présidente du Louvre, Laurence Descartes ? Non, la CFDT ne demande pas des départs des personnes. Nous, on pense qu'il y a une responsabilité partagée, qu'il faut revoir ça. Nous, ce que demandent les 2000 agents du musée, c'est que ça change. Si vous voulez, que ce qui est promis, c'est-à-dire un schéma de sécurité et des effectifs en plus, soit une réalité. Vous savez, une personne ou une autre, il y a eu 3 directions successives. Ce n'est pas une responsabilité de cette seule direction. Il y a eu des directions successives qui n'ont pas pris leur responsabilité sur ce schéma de sécurité. Non, puis, pardon, mais moi, je ne suis pas pour la démagogie et les fusibles, parce que, premièrement, je suis content que la ministre vous reçoive. Moi, je lui ai écrit, c'est pas pour ramener les choses à moi, dès le 21 octobre, notamment, je reprenais les revendications, je le demandais, j'ai pas de réponse. La ministre, serait bien qu'elle nous dise aussi à la représentation parlementaire ce qu'il en est sur des sujets qu'on pose, parce que c'est des sujets sérieux. On peut pas être dans l'hémicycle avec Madame Dati de dire faut moins de fonctionnaires, faut moins de personnel, mais quand il y a un problème, dire devant les syndicats, vous inquiétez pas, tout est lié. Comme moi, je me bats pour que ce budget ne soit pas à la baisse, notamment chez les enseignants, chez les personnels de la culture, etc. Bon, donc tout ça a des conséquences. Et deuxièmement, je répète que c'est pas le musée et la ministre de la Culture et même le président de la République, disons le mot, qui a quand même marqué son élection en allant au musée du Louvre, s'intéresse grandement à ce qui se passe au Louvre. Donc je trouverais, à moins que le travail parlementaire qu'on fera démontrera qu'il y a des responsabilités personnelles de la présidente, ce serait un peu trop facile que, ce soit la seule. Mais à tout le moins, est-ce qu'elle est en mesure d'exercer sereinement aujourd'hui sa fonction après tout ce qui s'est passé depuis 2 mois ? Mais s'il y a eu des injonctions au-dessus d'elle qui lui demandaient de faire certaines choses, notamment d'aller vers l'acquisition là aussi d'œuvres, moi ça m'intéresse de voir. D'un mot. Tous ces choix-là, les acquisitions, c'est pas le problème, parce que il y a l'argent au Louvre et c'est pas l'argent des acquisitions, c'est les 300 millions qu'il y a de côté. Et il y a quand même, en France, il devrait y avoir quand même, les gens sont responsables. Oui. Elle a une très grande autonomie, même en tant que présidente de l'établissement public. On démontre, c'est des faits, et je l'ai démontré dans des articles, et ça a été démontré par beaucoup, qu'elle a repoussé quelque chose alors qu'elle ne devait pas le faire. Elle l'a fait parce qu'il y a ce projet défendu par le président de la République qui s'est approprié et qui la défend maintenant mordicus. Je pense que le problème,
Ce n'est pas uniquement le problème de Laurence Descartes, mais c'est en grande partie, elle est responsable de cela. Et donc, je pense que vraiment, c'est problématique. Il faut aussi abandonner ce projet. Louvre Renaissance, qui est une des causes de ça. Moi, je vous trouve très en verve contre la présidente, mais pas un mot sur la ministre. Donc, la ministre, vous savez bien, comme moi, mais je peux très bien parler de la ministre. La ministre, il y a des ministres tous les 2 ans. Donc, la présidente, elle est là depuis 4 ans. Et la ministre, c'est tutelle, mais elle n'est pas du tout... elle ne dirige pas le Louvre. Le Louvre a une autonomie. C'est un problème, d'ailleurs, des établissements publics qui sont très autonomes. Elle nous l'a dit. Un dernier mot, le dernier mot sera pour... Alexis Fritsch, si vous voulez. Je vous remercie. Nous avons une proposition à faire, qu'il y ait une commission interministérielle qui travaille sur la question de la sécurité des œuvres dans les musées. Il n'y a pas que des musées au ministère de la Culture, il y a des musées au ministère de la Défense, au ministère de l'Éducation nationale, etc. Donc il faut une commission interministérielle qui prenne ça en compte et que ça ne reste pas un sujet uniquement au ministère de la Culture. Et le dernier mot, c'est quand même pour Mariette, parce que vous savez, Mariette, c'est son métier, les mots, le sens des mots. Et ce soir, Mariette, vous avez choisi de nous parler de ce mot musée qui pose aucun problème de compréhension à personne. On est d'accord, tout le monde sait ce qu'est un musée. Voilà, c'est ça. Non, mais ce qui m'intéressait là-dedans, et c'est là qu'il a surpris, c'est l'émotion que contient ce mot, bien sûr, depuis le 19 octobre. Et c'était une émotion, sur le coup, qui ressemblait fortement à ce qui s'est passé au moment de l'incendie de Notre-Dame. C'est ça que je trouve très frappant. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce mot, pour enflammer comme ça les affects ? Eh bien, c'est comme si, je crois, chaque Français s'était senti voler. Il y avait une vraie spoliation. Et je crois que c'était ressenti comme un vol d'identité. Et ça, c'est tout à fait intéressant, même si nous n'allons pas tous les jours au Louvre. Et alors là-dessus, sur cette identité nationale, eh bien, le mot peut nous éclairer l'histoire du mot. Alors, quelle est donc l'histoire du mot musée, Mariette ? Écoutez, c'est un mot grec, bien sûr, muséon, et c'était sur le Parthénon, le temple des Muses, le temple des Muses, donc un lieu sacré, là où se situait aussi, bien sûr, Athéna, c'était la fondatrice d'Athènes. Donc ça veut dire que dans un musée se tient toujours la mémoire d'un peuple, et c'est une mémoire qui est esthétique, parce que chaque muse, elle représente un art, la danse, la musique, etc. Donc tout ça finit par fonctionner comme une sorte de religion commune, un sentiment qui réunit autour d'une origine et fabrique une forme de sacré. Même dans notre pays très laïque. Oui, parce que le sacré, c'est pas forcément la religion instituée, ça peut se faire hors de toute église. Et dans notre histoire, le sacré muséal, il se fait à 2 moments fondateurs de notre histoire. C'est d'abord la Révolution. Qu'est-ce qui se passe à la Révolution ? Eh bien, les galeries royales du Louvre, pleines de tableaux, de sculptures, elles deviennent le musée central des arts. Alors à ce moment-là, évidemment, le mot musée, il dit que le beau doit appartenir à tout le monde. Première étape. Et c'est une sorte de... Le 10 août 1793. Premier ministère de la Culture, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Et puis ensuite, bien sûr, Napoléon va surabonder là-dedans et il va créer finalement le premier musée à la française en tant que service public. Donc c'est tout cet héritage-là, même si on ne le connaît pas, mais qui est dans nos mémoires inconscientes, je crois qu'il a été touché quand le Louvre a été visité. Les gens montrent bien leur intérêt, leur curiosité pour ça. Alors il paraît qu'un des voleurs, Adeline, s'est défendu en disant qu'il ne savait pas qu'il se trouvait devant le patrimoine français. C'est un problème. Il pensait peut-être qu'il était dans une des bijouteries de luxe juste à côté Place Vendôme. Alors. C'est possible. Van Cleef, peut-être. Il a demandé quand même pardon à la France. C'est quand même très significatif de cette espèce de sentiment nationalo-sacré. Alors, c'est là où je voulais en venir sur la question politique, parce que je trouve que là, c'est précisément... on touche à la question de l'identité nationale. C'est une question très politique, très épineuse et toujours assez mal posée. Donc, il me semble que l'affaire du Louvre pourrait être un pas pour nous aider à faire mieux sur ce plan-là d'identité nationale, parce qu'elle nous dit quelque chose d'important, cette émotion qui a été ressentie le 19 octobre. Si tant de gens ont été touchés par ce vol, eh bien, c'est parce que le sentiment d'être français, quel que soit l'endroit qu'on occupe dans la société, quelle que soit son origine, il peut passer par la sensibilité à un héritage esthétique, par les belles choses, par l'art. Et ça, c'est tout à fait intéressant, par le romanesque aussi, parce que quand on parle des bijoux de la couronne, on est carrément dans les 3 mousquetaires. Bon, voilà, donc pour finir, c'est ça que je trouve important à retenir de l'épisode, sur le plan des mots, c'est qu'on est là devant une mémoire populaire, commune, ça c'est tout à fait intéressant, donc c'est une sorte de touche pas à mon Louvre. Touche pas à mon Louvre. Et ça nous ramène, Adeline, à l'origine du terme, justement, parce que la mère des Muses, elle s'appelait Mnémosyne, et Mnémosyne, c'est la mémoire, celle qui a la puissante mémoire.
Merci infiniment Mariette et merci à vous trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. On suivra donc la grève à partir de lundi et la commission d'enquête parlementaire dont vous serez peut-être le rapporteur, Alexis Corbière. Merci d'avoir été là Chaque ce voix soir. compte. Chaque voix compte pour vous aussi. Didier Rickner, on vous lit dans la tribune de l'art sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là. Dans un instant, un autre monument, le dernier fabricant français d'électroménager de Brandt qui a été mis en liquidation ce matin. Plus de 700 emplois supprimés. On en parle dans un instant avec 3 députés. Mais d'abord, c'est Quelle histoire ? Et c'est Laurent Guimier. Laurent, ce soir, on parle de Donald Trump et de sa dernière bombe verbale. Le président américain voit dans l'Europe une civilisation en voie d'effacement. Et vous nous dites ce soir que finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. Oui, Adeline. Alors, évidemment, dit comme ça peut paraître étonnant. Et comme dans quelques minutes, je vais presque dire merci Donald Trump, je tenais à vous prévenir. Rappel des faits, tout d'abord. Temps 1, jeudi dernier, la Maison-Blanche publie un document de référence, la Stratégie nationale de sécurité. Alors, tous les présidents nouvellement élus la produisent. C'est en gros la vision américaine de l'état du monde, en quelques dizaines de pages. Page 25. L'Europe est dans la ligne de mire de Trump, en risque, je cite, vous l'avez dit, d'effacement civilisationnel, à cause de quoi, je cite encore, des politiques migratoires qui transforment le continent et engendrent des conflits. Temps 2, et on est habitué à cela avec Donald Trump, que le président américain ajoute à ce document assez austère une interview. Évidemment, il figure, il incarne cette doctrine, et pas n'importe qui et n'importe où. Interview aux médias Politico, qui est une référence aux États-Unis, mais aussi en Europe. Politico, c'est un média très implanté dans les milieux politiques et médiatiques, à Bruxelles et dans les grandes capitales. Alors c'est du Trump, vous le voyez, c'est encore plus violent sur le lien immigration, délinquance, effacement. Je lis, si vous regardez Paris, c'est un endroit bien différent, j'adorais Paris, c'est un endroit bien différent d'avant. Si vous regardez Londres, vous avez un maire nommé Khan, c'est un maire horrible, j'adore Londres. Je déteste voir ça arriver, c'est l'un des plus beaux endroits du monde et il laisse les gens entrer comme ça. Et alors, ces propos ont beaucoup fait réagir en Europe, justement. Évidemment, Adeline, pays par pays, les pros et les anti-Trump montent au créneau. Je vous en donne un exemple, parmi d'autres. En France, Jordan Bardella, RN, qui était en visite à Londres cette semaine, dit qu'il partage pour la plus grande part cette idée de l'effacement de notre civilisation, ce à quoi répond la députée européenne macroniste Nathalie Loiseau. Il y a au RN, je cite, une attirance pour la soumission qui est le contraire de l'esprit français. Ce récit de Trump, que j'appelle la théorie de l'engrenage, qui existe au fond depuis 10 ans dans notre classe politique et dans notre débat politique surtout, civilisation en danger, Europe un peu mollassonne, États-Unis fort et viril, le sauveur de l'Occident, c'est moi Trump. Mais le débat de ce côté-ci de l'Atlantique, il est forcément éclaté, pays par pays, et il faut le constater, la riposte des Européens et le soutien des souverainistes, il est divisé par 27, en 27 petits débats. Mais je n'ai pas oublié que vous m'avez dit au début de la chronique que tout cela était peut-être une bonne nouvelle. Et là, je ne la vois pas arriver, la bonne nouvelle, Laurent. Eh bien, je dis bonne nouvelle parce qu'on est allé tellement loin dans la force du verbe trumpien qu'il n'est plus possible de se cacher à la fois chez les pro-européens et chez les souverainistes, quand il s'agit de répondre ou d'approuver Trump. Prenons les pro-européens. Trump force l'Europe à répondre, à exister, à parler d'une voix et d'un visage. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est qui ? C'est quoi ? Est-ce que c'est Mme von der Leyen, M. Costa, président du Conseil européen, Mme Kallas, Affaires étrangères, ou Mme Metsola, Parlement ? J'ai regardé les réseaux sociaux de ces 4 éminentes personnalités. Aucun de ces grands dirigeants européens n'a répondu à Trump directement. Or, en communication politique, un acteur qui ne raconte rien n'existe pas. C'est comme ça peut paraître un tout petit peu caricatural, mais enfin la grammaire digitale l'impose. Ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment de frustration, c'est pas uniquement la gamberge d'un journaliste, ça vient aussi de la société civile. Regardez ce camion le mois dernier devant les bâtiments européens de Bruxelles. C'est un pool de défenseurs des droits humains qui s'attaquent aux géants de la tech et ils interpellent Ursula von der Leyen, en la prénommant Ursula évidemment, avec son visage devant le Parlement. C'était juste un mois avant que le magazine Time, c'est tombé aujourd'hui, désigne les géants de l'IA comme personnalité de l'année. Alors évidemment, côté Atlantique, Trump, Musk, Sam Altman et les autres. De l'autre côté, chez nous, il y a Bruxelles qui paraît très très loin. Et un camion devant le Parlement européen, vous croyez vraiment que ça va faire avancer les choses ? Alors non. Ça, non. Mais c'est la preuve que la colère des citoyens, face au silence
apparent des dirigeants transcende les clivages. Il n'y a pas que les Européens béats, j'allais dire. Je me suis promené sur les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, et vous allez voir, je ne suis pas le seul à ressentir, je crois, ce malaise. Regardez cette vidéo postée par Madame Leila Chaibi. Elle est élue insoumise au Parlement européen, et elle tente de raconter la différence entre les institutions à Bruxelles. Accrochez-vous parce que c'est un peu compliqué. Le Conseil européen, c'est l'instance qui réunit les chefs d'État. Et le Conseil de l'Union européenne, c'est l'instance qui réunit les ministres. En gros, les représentants des gouvernements. Le Parlement européen représente les députés. Et la Commission européenne, 27 commissaires, parce qu'il y a 27 pays dans l'Union européenne. Et chaque pays nomme un commissaire. C'est un peu le gouvernement, la Commission européenne. Conseil de l'Europe, rien à voir. Rien à voir. C'est une instance qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Alors, je vous épargne le reste du tuto, parce que bon, elle fait un peu d'humour. De pédagogie aussi. Et de la pédagogie, j'allais le dire. Et en plus, elle dit, en gros, tout ça, c'est la faute des journalistes qui ne comprennent rien. Je trouve ça un tout petit peu lourd, parce qu'au fond, j'en reviens à l'essentiel quand même. 71% des Européens pensent et assument, c'est l'Eurobaromètre qui le dit, que la voix de l'Europe compte dans le monde. Ça, c'est une donnée statistique. Je pense donc qu'avec ces outrances, Trump est l'homme de l'électrochoc pour nous les Européens, d'où qu'on vienne, pour apprendre de toute urgence à se faire entendre clairement à la fois de l'opinion et puis de Trump. C'est l'émergence d'une classe politique européenne qui va peut-être finir un jour par arriver. Et en médecine comme en politique, un électrochoc, c'est un mal pour un bien. C'est pour ça que je vous dis qu'on peut être positif. Finalement, ça peut être une bonne nouvelle. Voilà. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. J'accueille sur le plateau de Chaque Voix compte Richard Ramos, bonsoir. Député Modem du Loiret. Aurélie Trouvé, bonsoir. Bonsoir. Député LFI de Seine-Saint-Denis. Et Guillaume Bigot, bonsoir. Bonsoir. Député RN du territoire de Belfort. C'est donc un nouveau choc industriel pour la France. Brandt, dernier fabricant français de gros appareils électroménagers, a été placé ce matin en liquidation judiciaire. 710 emplois supprimés. Le projet de Scope porté par les salariés a été rejeté. C'est la fin d'une marque emblématique qui venait de fêter son centenaire. Et c'est Stéphanie Despierres qui pose ce soir la question qui fâche. Un bleu de travail jeté au feu, des archives dévorées par les flammes, comme un adieu à l'entreprise Brandt, un fleuron de l'industrie française qui emporte avec elle 3 marques mythiques. Sauter, Dédietrich et Vedette. Vedette mérite votre confiance. Ça, c'est vrai, ça. Vedette. L'attachement à ces marques emblématiques, le savoir-faire centenaire, n'ont pas suffi à sauver l'usine d'électroménager de Vendôme. La liquidation judiciaire, là franchement, ça met une claque à tout le monde, quoi. À tout le monde. Au moins on est tous sur le carreau cette fois. Voilà. On démarrait d'une feuille de métal pour transformer cette feuille de métal pour en arriver à un produit fini. On a un savoir-faire, c'est terminé. Là, ça va en fumée. Noël, quand même, c'est un drôle de cadeau qu'ils nous ont fait. Pourtant, ces salariés avaient un projet de coopérative pour sauver l'usine. Pour les soutenir, les collectivités locales et l'État promettaient plus de 20 millions d'euros. Le tribunal a dit non ce matin. Pas de vision sur la pérennité, pas de vision sur le business plan est mal établi. Donc, liquidation totale, 700 salariés dehors. Sur les réseaux sociaux, le ministre de l'économie fait part de sa profonde tristesse. Un message qui sonne comme un aveu d'impuissance. Nous apprenons avec une profonde tristesse la liquidation judiciaire de Brandt. C'est un fleuron français qui s'éteint. Avant Brandt, il y a eu Novasco à Agondange, Vancorex à Pont-de-Clay, ArcelorMittal à Basse-Indre ou encore les sirops Tesser à Crolles. Et la liste est encore longue. Selon une étude publiée par le journal Les Échos, la désindustrialisation s'accélère au 4e trimestre. Depuis septembre, 165 sites industriels et 10 000 emplois sont menacés. Après les filiales des grands groupes, désormais ce sont les sous-traitants et les entreprises de taille intermédiaire qui sont touchées. Alors la question qui fâche, la voici. Comment sauver l'industrie française? Brandt, est-ce une faillite politique ou une faillite industrielle? Faillite politique ou faillite industrielle? Richard Ramos, l'une des 2 usines Brandt se trouve dans votre circonscription à Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est près d'Orléans. C'est là-bas que sont fabriqués les fours et les tables de cuisson Terre-Mort. Comment réagissez-vous ce soir d'abord? Bon, c'est pas ma circo, c'est juste à côté, mais c'est pareil, c'est dans le même département. C'est une honte ce qui s'est passé. C'est une honte parce que les collectivités, la région, la métropole et l'État avaient répondu présent.
Et donc, on avait un projet d'entreprise. Tout ça s'est fait un peu rapidement. Et il arrive qu'on ne liquide pas sec, on laisse un peu de temps au temps. Là, aujourd'hui, parce que les banques n'ont pas été au rendez-vous, il y a une banque, je crois, qui est le Crédit Agricole, qui avait dit « je veux bien mettre 1,5 million si d'autres arrivent ». On fait tomber aujourd'hui ces salariés, on fait tomber un vrai savoir-faire, le dernier savoir-faire. Et donc là, c'est la honte des banques, c'est la honte des collectivités. Vous dites comme Bercy, vous dites c'est les banques qui n'ont pas joué le jeu. Ah ben, c'est clair, c'est les banques qui n'ont pas joué le jeu. Les collectivités, l'État mettait 5 millions, 12 millions sur les collectivités, avec des collectivités en plus, la région et la métropole, qui n'étaient pas du même bord politique. Donc vous avez vu, ça avait dépassé l'enjeu politique pour un enjeu de territoire. Et plus que le territoire, c'est encore un fleuron international qui s'éteint. Et donc, je pense que ce qui s'est passé, c'est une honte. Et j'espère qu'il est encore temps que le gouvernement et surtout le procureur aujourd'hui puissent faire appel de la décision. C'est le dernier espoir. Et s'il y a un appel à lancer ce soir, c'est de dire à l'État, c'est de dire au procureur, faites appel. Faites appel parce que cette décision, elle est inique. Elle est inique pour les salariés, mais elle est inique dans la volonté des uns et des autres, de bords politiques différents, de reconstruire aujourd'hui une industrie en France. Aurélie Trouvé. Je reprends le terme, c'est une honte pour 700 familles, 700 emplois sacrifiés, c'est des savoir-faire, c'est un fleuron de l'industrie quand même. Tout le monde connaît la marque Brandt. Et puis c'est tout l'électroménager, en réalité français, le fameux Made in France, qui est aujourd'hui en très grand danger derrière Brandt. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui ne me va pas. Quand le ministre de l'économie dit « nous apprenons avec tristesse », ils ont appris avec tristesse pour Vancorex, ils ont appris avec tristesse pour Novasco, ils apprennent avec tristesse pour Brandt. Mais on n'attend pas d'un ministre de l'économie, d'un gouvernement, qu'ils apprennent avec tristesse, on attend qu'ils agissent. Ils vont laisser couler combien de boîtes comme ça sans agir ? Et nous, législateurs, nous sommes là aussi pour agir. Mais je veux dire, alors vous allez faire quoi ? Alors, moi, je vais déposer une proposition de loi qui qui garantisse un droit de préemption pour les salariés quand ils veulent reprendre en coopérative. J'espère qu'on pourra le porter de façon. Alors, en quoi est-ce que ça aurait facilité la SCOP ? Alors, parce que par ailleurs, c'est nécessaire et pas suffisant. Je vais m'expliquer. Mais d'abord, il faut qu'il y ait une préférence, si vous voulez, pour un projet de coopérative au moment où il y a la décision, l'examen et la décision du tribunal de commerce. Parce que là, il y avait un projet de coopérative par les salariés, comme Vancorex et comme Novasco. Mais il faut aussi qu'ils puissent avoir le temps de monter un projet viable. Parce que là, ça faisait qu'une dizaine de jours qu'ils avaient pu le monter, parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc il faut aussi qu'on oblige les boîtes qui vont mal et qui cherchent un autre repreneur à informer beaucoup plus rapidement les salariés pour qu'ils puissent monter ce projet de reprise en coopérative. Voilà, donc il y a des décisions fortes à prendre. Et sur le financement, j'y arrive. Qu'a fait la Banque publique d'investissement ? Comment ça se fait par ailleurs qu'on a 211 milliards d'aides publiques pas ciblées, sans contrepartie en France chaque année, et que là l'État n'ait mis que 5 millions d'euros ? Ça valait pas un peu plus que 5 millions d'euros, franchement ? Alors, je crois que c'est le maire d'Orléans qui explique que BPI France ne peut pas, dans le cas présent, dans le cas précis de Brandt, intervenir, puisque c'est une entreprise qui fait plus de 250 salariés. Je crois que c'est le. Et alors, il faudrait peut-être pas qu'on agisse à force de voir les boîtes fermées les unes après les autres. Je voudrais d'ailleurs, si vous voulez bien, vous faire écouter le maire d'Orléans qui disait lui aussi son écœurement ce matin. Je suis écœuré. J'en ai marre de ceux qui nous parlent de réindustrialiser la France. Je les invite à venir partager ce moment avec nous. Je les invite à voir à l'intérieur les salariés. Arrêtez de jouer, arrêtez de déconner. Si vous avez un peu des tripes, montrez-les et faites en sorte que cette boîte, elle tourne. Mais là, maintenant, liquidation judiciaire, c'est terminé. Et les derniers salaires dans les prochains jours ? Les derniers salaires, les derniers tout. Voilà, on ferme. Vous voyez, il y a marqué là, regardez bien. Il y a marqué Brandt et en dessous, qu'est-ce qu'il y a marqué ? France. On va fermer la France pendant qu'on y est. Guillaume Bigot, votre réaction ce soir ? On ne peut pas ne pas exprimer notre solidarité à l'égard des 700 salariés, mais je crois que quels que soient les bancs de l'Assemblée, on aura cette même solidarité et on aura... alors, je ne sais pas quel est le... Je ne connais pas M. Grouard, le maire d'Orléans, je ne sais pas à quel parti il appartient. Simplement, je tiens à souligner qu'il y a... Il est LR. Il est LR ? Oui. Bon. On ne peut pas vouloir des choses sans vouloir les conséquences de ce qu'on veut.
C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un petit problème et un gros problème. Le petit problème, ça a été souligné par mes collègues à juste titre, probablement les pouvoirs publics de mèche avec les actionnaires ont accéléré la manœuvre, le temps pour se retourner et pour monter une alternative sous forme de scope. Ils avaient réuni 20 millions d'euros de 20 promesses. millions d'euros de promesses d'argent public, effectivement, vous avez raison. Ça existe, il faut le dire, ça existe par exemple de l'autre côté des Pyrénées, il y a des scopes qui fonctionnent très bien, il y a 80 scopes. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller vers les Pyrénées, vous allez à Duralex. Oui, mais c'est beaucoup plus répandu, par exemple, en Espagne, mais qu'importe, il y aurait beaucoup de choses à faire là-dessus pour ces reprises. Mais c'est un petit débat dans le débat. La question n'est pas celle-là. La question, c'est comment on peut produire et réindustrialiser en France quand, 1, on a une monnaie surévaluée, quand 2, on n'a aucune protection douanière, quand 3, on a une Chine qui sponsorise à 60% son acier, et quand 4, on se permet, en plus de vouloir faire une transition écologique, avec des normes absolument délirantes qui n'ont pour effet que de produire plus de CO2 parce qu'on délocalise ici une industrie moins gourmande en CO2 pour la délocaliser dans des pays qui sont plus gourmands en CO2. C'est pas moi qui le dis, c'est le commissaire européen chargé de l'environnement qui m'a dit le Green Deal, ça ne sert absolument pas à sauver la planète. Alors à quoi ? Eh bien, à détruire notre industrie. Et donc, à partir du moment où vous ne voulez pas dire non à Bruxelles, où vous êtes pour la construction européenne telle qu'elle fonctionne ou elle dysfonctionne actuellement, il faut arrêter de faire les tartuffes et de dire « Ah, on pleure, il y a 700 emplois ». Mais vous avez voulu ça. Donc, vous avez les conséquences de ce que vous voulez. Donc, vous dites quoi ? Vous dites barrière douanière, Bien vous dites évidemment. Quota d'importation. Bien évidemment. Vous dites taxes. Surtout baisser le prix de l'énergie. Comment vous voulez réindustrialiser quand on a une énergie 2 à 3 fois plus chère en Europe que ce qu'elle est en Chine, aux États-Unis ? Là, on est dans un sujet transpartisan. Il y a 700 emplois qui sont en jeu, il y a une industrie qui est en jeu. Est-ce que vous êtes d'accord aussi ? Tous les partis soient d'accord avec nous pour sortir du marché européen de l'électricité. J'aimerais bien qu'ils soient tous d'accord pour mettre des barrières douanières en France si l'Europe n'en veut pas. J'aimerais bien qu'ils soient d'accord pour dire on peut sortir des traités si notre survie industrielle et économique en dépend. Mais ils ne le veulent pas. Aurélie Trouvé. Bien sûr que de toute façon, il faut absolument protéger davantage les industries face au chaos des marchés, à la concurrence déloyale. Par exemple, utiliser la commande publique pour faire véritablement de la préférence pour la production française. Vous dites la commande publique, c'est-à-dire aujourd'hui un établissement public qui va commander une machine à laver ou une gazinière, il ne va pas la commander chez Brandt. Très bien que la France insoumise, par ailleurs, nous assumons parfaitement le fait qu'il faille aujourd'hui désobéir aux règles néolibérales de l'Union européenne. Mais là, en la matière, j'ai envie de dire, on ne peut pas seulement dire c'est la faute à la Chine ou c'est la faute à l'Europe, etc. Il y a aujourd'hui un vrai problème d'aide publique, de financement et d'aide publique, mais aussi de financement privé, pour des projets qui sont portés par les salariés, parce que c'est le cas ici. Ça pouvait être pris et viable par les salariés. Et moi, je veux redire ce qu'a dit mon collègue Ramos. Il y a 10 jours pour que le procureur de la République fasse appel de la décision du tribunal de commerce, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe après s'il y a un appel ? Le gouvernement peut agir aussi. Oui, chers collègues, faisons tous pression ensemble pour qu'il fasse appel. Je le dis. Voilà, 10 jours, ça n'a pas réglé les problèmes de fond. Le procureur de la République doit faire appel de cette décision qui est inacceptable. Et en vraiment, cas d'appel, on va regarder combien de trains passés de la désindustrialisation. Est-ce qu'un appel permet ensuite aux salariés, au pouvoir public, aux élus locaux, de refaire un tour de table, de trouver des banques, de trouver quand même aussi peut-être un industriel sur lequel s'appuyer. Face à une concurrence déloyale. On va attendre ce que va écrire le tribunal, parce qu'on va bien regarder, on n'a pas pu lire le pourquoi le tribunal dit ça. Moi, par exemple, il y avait un appel à un crowdfunding. Moi, je suis également dans le Loiret avec Duralex. J'étais le jour où où Duralex ouvrait à 5 millions les actionnaires. J'étais avec le patron. Et alors, on était dans une autre entreprise qui est Martin Pourret, qui fait du vinaigre, avec le patron de Duralex. Et il voyait, toutes les 5 minutes, les compteurs monter. Et en 2 heures, l'affaire était pliée. Mais alors, vous dites quoi ? Vous dites on ouvre une cagnotte pour les Brandt ? Je vais vous dire quelque chose. Ce qu'ils n'ont pas compris au tribunal, c'est qu'il y a un besoin de France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français, qui ont un peu d'argent de côté, ils veulent bien être actionnaires d'une entreprise française. Quand, par exemple, dans un autre chemin que a pris, par exemple, les laitiers, comme c'est qui le patron, vous achetez du lait plus cher, Chaban. Le lait, c'est qui le patron ? C'est plus cher. Mais pourquoi les Français l'achètent ? Parce que ce lait, il a du sens. Parce que ce lait, il paye au juste prix son producteur. Quand on a aujourd'hui quelqu'un comme Brandt, il y a un marché. On ne sera jamais sur les produits de base moins chers que les Chinois, mais grâce à la technologie, grâce à l'innovation, ils font des plaques induction. On avait un marché français. On a des Français qui sont capables de payer un peu plus cher parce
parce que ça a du sens. Et c'est le tribunal, il a empêché ça. Alors qu'on avait des produits qui étaient faits d'innovation, qui étaient pleins d'innovation. Et donc, il faut laisser sa chance à Brandt. Il faut absolument que le procureur fasse appel. Il faut laisser sa chance à Brandt. D'ailleurs, les plaques à induction ont été... Et vous verrez, si on ouvre à 20 millions, il fallait 25 millions. On dit qu'il a manqué 4 millions. On est sur 15 jours. Je l'assure, si on avait ouvert aux Français la capacité à venir faire de... Vous pensez que les Français se seraient mobilisés pour sauver Brandt? C'est certain. Demandez au patron de Duralex, il a dit, je vais leur montrer comment on a fait, on est sûr qu'on va recapitaliser. Guillaume Bigot. Non, mais écoutez, franchement, tout ça, c'est bel et bon, et on est complètement pour toutes ces solutions, disons, micro-locales. Il faut les soutenir à bloc. Ce soir, il y a 710 personnes qui vont fêter Noël sans job. Bien évidemment. Et il faut absolument qu'on soutienne ces mesures, et pourquoi pas une SCOP, etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Je dis simplement qu'il faut arrêter l'hémorragie, en fait. Et il y a très longtemps qu'on aurait dû faire ça. On nous a expliqué que ça allait être la Startup Nation et ensuite la Factory Nation avec, souvenez-vous, les batteries électriques, l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu, après moult subventions, et je suis d'accord avec ma collègue, données à Sanofi, Doliprane a été vendu, et ensuite on les fait revenir pour les mettre sous blister. Mais on se moque du monde. L'aéronautique, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez les Eurocopter, regardez Airbus. Ils ont voulu produire en Chine. Ils ont envoyé des sous-traitants en Chine. Ils ont envoyé les normes en Chine. On n'a plus que nos yeux pour pleurer. Alors on va faire l'innovation, mais ça fait 40 ans que j'entends ce discours sur l'innovation. Faites attention, Guillaume Bigot, vous commencez à parler comme la CGT. Parce que la CGT, elle vient de publier tout un décompte sur l'année écoulée. Mais si la CGT dit des choses justes, pourquoi on va pas les interdire? 45 000 licenciements dans le secteur industriel en France depuis 2024. On est sur 45 000 licenciements là, cette année. C'est l'équivalent d'une ville de Carcassonne. Qui perd son job. Et moi, je veux bien qu'il y ait un besoin de France. Ça, c'est des effets d'estrade en réalité ou de plateau. Parce qu'en vérité, un besoin de France, quand vous soutenez l'Europe à bloc, quand vous soutenez le Green Deal. Je ne permets pas de dire c'est un effet de plateau. J'ai le droit d'avoir une idée qui n'est pas un effet de plateau. Vous allez me répondre sur le fond. Vous allez me répondre sur le fond. Parce que n'attaquez pas sur les personnes. J'attaque pas sur les personnes. Quand vous dites que c'est des positions, pas sur vous. N'attaquez pas comme ça. Ça sert à rien. Il y a 700 personnes qui sont sur le carreau. Restez calme. 700 personnes sur le carreau. C'est pas de notre faute. Justement, eux sont très dignes dans leur usine. Restons dignes aussi. Sur le fond, quand vous voulez l'Union européenne de plus en plus, quand vous voulez le Green Deal, quand vous voulez la voiture électrique, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? On avait un avantage comparatif sur le thermique, on n'en a pas sur l'électrique, on se fait laminer. Donc ça, c'est vrai sur tous les sujets, sur l'aéronautique, même la BITD, même la base industrielle de défense et technologie. Écoutez dans nos murs, Monsieur Ramos, chers collègues, ce qu'a dit Drapier, le patron de Dassault. Il est terrifié par les choix faits par le gouvernement français. Mais en fait, je pense que vous dites la même chose tous les trois, sauf qu'il y a d'abord une urgence. Nous, on est contre cette politique qui nous amène dans le gouffre et il faut l'arrêter, cette politique. Il y a une urgence qui est de s'occuper de ces 710 personnes bien évidemment, et de cette usine Brandt. Et puis ensuite, de se poser sur la question de la désindustrialisation. Il y a une urgence aujourd'hui, je le redis, parce qu'il y a 700 emplois. D'abord, il faut répondre à ça. Et là, le gouvernement a une responsabilité, et évidemment le procureur de la République. Il a 10 jours pour faire appel, il faut qu'il fasse. Deuxièmement, il y a des mesures à prendre très rapidement, structurelles, pour stopper cette désindustrialisation. Il faut comprendre qu'on est à moins de 10% de l'emploi aujourd'hui dans l'industrie. Donc on était à plus de 20% il y a 10 ans. Coupé, donc je veux bien que vous me laissiez. Mais je vous appuyais. Voilà, mais je veux bien quand même être toute seule à parler sans que vous ayez à me couper. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a moins de 10% de l'emploi dans l'industrie. L'Allemagne, l'Italie sont encore à 15 ou 18%. Et donc, les usines, il y a plus de fermetures d'usines désormais que de création d'usines. Donc, il faut stopper ça. Et surtout, ça attaque des actifs stratégiques. Regardez avant Corex. On était sur de l'industrie pour le spatial, pour des centrales nucléaires, etc. Novasco, ArcelorMittal, c'est l'acier français, tout simplement la production. Et là, on se dit, c'est de l'électroménager, c'est moins grave. Mais à chaque fois, c'est des besoins très concrets des gens qui ne sont plus pourvus ici en France. Donc, et par ailleurs, oui, c'est de la destruction d'emplois massive. Donc, proposition de loi déposée la semaine prochaine. Proposition de loi, je le dis, mais je finis là-dessus, je pense que mon collègue sera d'accord. Oui, la régulation des prix de l'énergie. Il faut revenir à une régulation des prix de l'énergie là-dessus, une plus forte protection, bien entendu, et un pôle public bancaire mais pour avoir le financement. Mais d'abord, le procureur doit faire appel. Oui. C'est votre message ce soir, Richard Ramos. Merci à tous les trois. Le temps passe, c'est l'heure de Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale avec Marco Pommier. Oui,
parfois les députés sont d'accord, Marco. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Adeline. On parle bien sûr de l'unanimité de ce matin dans l'hémicycle pour assurer un avocat aux enfants qui sont placés. Oui, l'unanimité sur les bancs de l'hémicycle, c'est suffisamment rare pour être souligné. Vous le disiez, c'est la députée Aïda Hadizadeh qui portait cette mesure à l'occasion d'une journée réservée aux propositions de loi du groupe socialiste. Pour 269 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Et a adopté debout. Debout. Environ 380 000 jeunes sont concernés par cette mesure, car dans la plupart des cas aujourd'hui, ces enfants ne sont pas assistés d'un avocat. Désormais, grâce à cette loi, aucun enfant ne traversera seul les couloirs de la justice. Une loi qui dit à ses enfants, la République est là pour toi. Elle te voit, elle t'entend, elle te protège, elle protège tes droits. Et elle te donne un garant, un gardien, elle te donne ton avocat. Et ce débat résonne forcément avec l'actualité après la révélation mardi d'une vidéo montrant Elliot, 8 ans, tondu dans un foyer d'enfants placés à Paris, tenu par l'aide sociale à l'enfance. De quoi susciter l'émoi dans l'hémicycle. Cet enfant a été humilié. Il a été déshumanisé comme une chose dont les adultes pourraient disposer par des personnes censées le protéger. Dès que ces éléments ont été portés à ma connaissance, j'ai saisi la procureure de Paris afin que les faits soient examinés par l'autorité judiciaire. Si Elliot avait eu un avocat, alors peut-être que ces lâches n'auraient pas osé le toucher. Et cette proposition de loi doit maintenant être examinée au Sénat. Et donc c'était la niche parlementaire des socialistes, toute la journée, qui est donc toujours en cours. C'est jusqu'à minuit, c'est ça Exactement. Et pour l'instant, c'est un carton plein. 3 textes examinés, 3 textes adoptés, avec une proposition de loi pour mieux protéger les mineurs isolés et les sans-abri. Toute la gauche debout, vous le voyez, pour saluer l'adoption, ou encore ce texte pour prolonger l'encadrement des loyers. Texte voté vers 19h. Et vous l'avez dit... Ils font des squats, les députés, ils se lèvent. Exactement. Le temps va peut-être un peu manquer quand même pour les socialistes qui ont encore 8 propositions à examiner, mais ça s'arrête à minuit, cette niche parlementaire, c'est la règle. Et puis bien sûr, on parle de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public qui poursuit ses auditions. Hier, c'était Delphine Ernotte. Cet après-midi, c'était Olivier Schramek, l'ancien patron de l'Arcom. Olivier Schramek, longuement interrogé cet après-midi sur les possibles ingérences de l'Élysée en 2015 lors de la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. François Hollande, à l'époque, est-il intervenu? Le député Charles Aloncle le laisse entendre. Je vous rappelle les propos que vous avez tenus. Je vous cite, « Je n'ai reçu, à une seule exception près, aucune tentative d'influence ou de pression de la part de François Hollande ». Ce qui revient à dire, à une seule exception près donc, que c'était bien une tentative d'influence ou de pression de sa part. Ce sont vos mots. Et Charles Aloncle fait référence à des propos tenus par Olivier Schramek en 2024 lors d'une précédente commission d'enquête ici à l'Assemblée. L'ancien président du CSA, de l'Arcom aujourd'hui, avait évoqué un coup de fil de François Hollande. J'ai mentionné cette communication téléphonique. Que le président de la République ait pu penser que ça pouvait exercer une influence sur ma détermination, je n'ai pas moi à en parler. Mais il n'y a pas eu une perméabilité, pour reprendre votre terme, parce que précisément je suis resté totalement imperméable. Et d'ailleurs, Marco, cette question des éventuelles pressions de l'Élysée sur le CSA, elle a été posée à un autre ancien président de l'Arcom. Cette fois, c'est Roch-Olivier Maistre. C'est celui juste avant. Oui, sauf que sa réponse n'a pas franchement convaincu le rapporteur Charles Aloncle. Il n'a pas pu relancer Roch-Olivier Maistre, car la vice-présidente de la commission souhaitait passer aux autres questions, de quoi déclencher une passe d'armes. S'il vous plaît, monsieur le rapporteur, nous avons annoncé une dernière question. Vous l'avez posée. Monsieur Roch-Olivier Maistre a pu y répondre. S'il condamnait, il n'a pas répondu à la question. S'il condamnait, vous me permettez un rebond. Je n'ai pas obtenu ma réponse. Vous êtes témoin. Il vous a apporté une réponse qui ne vous satisfait pas. C'est une chose. Maintenant, nous allons passer à l'expression des autres membres de cette commission. Non, monsieur, c'est fini. Bon, c'est une preuve supplémentaire, oui, que cette commission d'enquête suscite beaucoup de tension. Vous suivez les auditions? Avec attention, parce que c'est un secteur que je connais un peu, l'audiovisuel, mais surtout parce que je trouve que c'est vraiment le contrôle parlementaire, c'est une des fonctions clés du Parlement. Il n'y a pas assez de contrôle de l'exécutif, et surtout c'est assez jouissif, parce que quand les Torquemada passent eux-mêmes sur le grill, c'est plutôt rigolo. Bon.
Merci à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix Compte. Merci Marco. Merci Aline. Merci Mariette et Laurent. Cette émission est rediffusée tout à l'heure à 23h30 et vous la trouvez aussi en replay sur le site lcp.fr et sur les podcasts. Nous revenons demain à 19h30. Émission en public demain parce qu'on est vendredi et demain on parlera de l'eau quand l'eau ne coule plus de source. Et puis dans un instant, c'est Débat Doc et c'est Jean-Pierre Gracien. Passez une excellente soirée sur LCP. À demain.